je m'appelle Loïc, j'ai 32 ans, je suis engagé dans la campagne Dernière Rénovation, qui est une campagne de résistance civile pour demander au gouvernement d'engager un plan de rénovation thermique des bâtiments important d'ici à 2040. Moi, c'est Arthur, je suis l'un des cofondateurs de Time for the Planet et nous, on est un grand mouvement citoyen pour essayer de mettre un coup de tatane au gaz à effet de serre le plus possible en allant faire émerger des innovations qui permettent de décarboner structurellement l'économie, l'industrie. Bloquer des aires routières, bloquer des événements sportifs, ces actions, elles ont pour but d'arrêter les gens dans le temps, juste quelques minutes pour se dire mais attendez, qu'est-ce qui pousse des gens à aller s'asseoir sur l'autoroute ? Qu'est-ce qui pousse les gens à faire ça ? Donc là, on plante une première graine. Et ensuite, nous, la stratégie très clairement, c'est d'arriver sur ces plateaux, de faire ces émissions comme on est en train de faire pour expliquer le fond. Je trouve que c'est courageux ce que vous faites parce que vous prenez des risques. J'ai beaucoup d'amis qui sont activistes et qui ont mis en danger leur intégrité physique, mentale et qui ont le sentiment aussi un peu de taper dans un mur pendant très longtemps et je pense que c'est très dur psychologiquement. Donc je respecte beaucoup parce que je pense que c'est un des rouages essentiels. Mais aujourd'hui, moi, c'est pas celui que je peux incarner. C'est pas dans cette typologie d'action-là que je me sens à l'aise et que je me sens efficace surtout. En fait, il y a des choses qui ont marché dans l'histoire pour renverser des dictatures, pour faire avancer des droits. Et nous, on est parti de là. Ce qu'on remarque, c'est que il y a des sociologues qui l'ont analysé. Dans la population, il suffit parfois qu'il y ait moins de 3% de toute la population qui s'engage pour une cause pour que la victoire soit automatique. Il y a un exemple qui nous tient particulièrement à cœur, c'est celui des Passagers de la Liberté en 1961-62 aux États-Unis, où c'est 13 étudiants qui faisaient partie du mouvement pour les droits civiques américains. Il y avait des milliers de personnes déjà qui s'engageaient pour ça en faisant des marches et d'autres choses. Et eux, ils disaient, mais ça marche pas, ça suffit pas, ça fait des années qu'on se bat et rien n'avance. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'asseoir dans des bus qui sont interdits aux Noirs, et on va aller avec d'autres Blancs qui nous soutiennent et Noirs, et on va aller jusqu'à l'État le plus raciste des États-Unis, l'Alabama. Tout le monde les tabasse, les bus sont incendiés, ils finissent en prison. Donc ça, c'est des jeunes, 13 jeunes, qui ont commencé. 3 jours plus tard, il y en a 24 autres qui ont fait la même chose, et quelques semaines et quelques mois plus tard, ils étaient 430 à le faire. Et qu'est-ce qu'ils ont obtenu ? Ça va vous faire rire, mais vous allez voir où je veux en venir. Ils ont obtenu la déségrégation des bus aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on avait le droit, enfin, dans les bus interétatiques, de s'asseoir avec des Blancs et des Noirs, que c'était plus un sujet. C'est bien de s'appuyer sur des exemples historiques, mais je pense que c'est carrément nouveau. Enfin, tu vois, le shift civilisationnel qui est devant nous, c'est quasiment le shift du moment où on est passé de nomade à sédentaire. Enfin, tu vois, si je vais vraiment chercher un truc similaire. Dans son ensemble, oui. Ouais, parce Par que contre, c'est si gros. on découpe en petites étapes, Oui, tout à comme fait. déségréguer les bus, tu vois, à l'époque, ils n'ont pas demandé direct au gouvernement, allez, on met fin au racisme, s'il vous plaît, du jour au lendemain. Le gouvernement les envoyait chier, ça marchait pas. Ils ont déségrégué les bus. Ça paraît dérisoire, mais c'est ça qui a permis de lancer la roue. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec le chantier de la rénovation thermique des bâtiments. Moi, personnellement, tu vois, je suis assez convaincu d'un truc, c'est que on est toujours en colère contre nos gouvernements parce qu'on attend d'eux qu'ils trouvent des solutions parfois à nos problèmes. Et en fait, quand tu creuses un peu le truc, tu te rends compte que un système, c'est un tel enchevêtrement de lois, de règles, de contraintes, de normes que ils ont une agilité infiniment moins grande que typiquement toi, si tu commences à proposer des choses. Il faut pas se mettre dans une perspective de des innovations vont arriver et nous sauver. C'est pas la peine. Elles sont déjà là en fait. Le sujet, c'est qu'elles ne changent pas d'échelle. Et la raison pour laquelle elles ne changent pas d'échelle, c'est qu'elles sont portées par des gens qui sont des scientifiques, des chercheurs, des ingénieurs. Et donc leur métier à eux, c'est pas de trouver des modèles économiques viables, de transformer ces innovations en entreprises, de les faire se déployer à très grande échelle. Et c'est d'ailleurs pas forcément ce qu'ils ont envie de faire. Et avec Time for the Planet, on s'est dit mais c'est fou. On a matché d'un côté des innovations structurantes à impact pour décarboner l'économie avec des entrepreneurs chevronnés qui sont capables de s'occuper de ce déploiement. On s'est construit comme un mouvement citoyen que tout le monde peut rejoindre très très facilement sur notre site internet. On participe à faire aller plus loin ce mouvement en parlant et aussi évidemment en investissant de l'argent qui nous sert à financer le déploiement de ces innovations. Je vais malheureusement opposer quelque chose quand même à ça. C'est le problème, et tu le sais bien, hein, on n'a plus que 2 à 3 ans, vraiment. Pourquoi 2 à 3 ans ? Certaines personnes ne sont pas trop au fait, mais bon, vous avez suivi les rapports du GIEC, voilà, le bilan est quand même inquiétant. Moi, j'ai fondé ma boîte il y a 3 ans et je continue de travailler à fond dedans. Et on est dans la transition écologique dans les produits alimentaires. Et je continue, je suis persuadé que ça peut agir. Sauf que d'ici 2 à 3 ans, moi, j'aurai pas l'impact suffisant pour empêcher ces points de bascule. Le seul aujourd'hui qui est en capacité d'agir, les seuls qui sont en capacité d'agir à l'échelle suffisante, c'est les États, c'est nos gouvernements. Et c'est pour ça que, une fois qu'on sait ça, moi, je continue mon cheval de bataille quand même entrepreneurial, je continue mes gestes individuels, mais par contre, vraiment, moi, je mets toutes mes billes sur cette action collective où il faut tous qu'on se soulève et qu'on arrive à tordre le bras à notre gouvernement, plus lui demander la permission, à lui tordre le bras par la perturbation, non violente toujours, pour qu'il se mette en action et que là, il sauve nos vies. Sur ces questions-là, je me dis, si les gens n'ont pas assez l'information et qu'on ne fait pas assez passer l'information, on va polariser la société potentiellement. Et c'est très dangereux aussi parce que dans un contexte
où on aura du mal déjà à affronter les problématiques du dérèglement climatique. Moi, je pense qu'on ne pourra pas y aller si on n'y va pas hyper collectivement. Parce que sinon, on risque en plus de devoir faire face à la résilience, enfin de devoir mettre en place des grosses politiques de résilience qui sont compliquées, et en plus potentiellement de mettre en danger la démocratie et un certain nombre de processus qui nous permettent de collaborer. Si on n'a pas suffisamment de gens qui ont compris pourquoi il faut faire ça, en fait, fondamentalement, on risque d'avoir quand même des choses très paradoxales qui peuvent se produire, et potentiellement il peut y avoir des choses facilement récupérables, tu vois, des émotions, des ressentis qui seront difficiles à maîtriser. Et moi, ça me fait un peu peur. Et j'espère qu'on ne provoquera pas ça. On essaie de prendre les gens vraiment très très tôt, à un stade où potentiellement ils s'intéressent même pas à l'écologie, et juste leur donner le sentiment que en fait c'est accessible de commencer à faire des actions, que ça fait sens, que ça peut fonctionner, et surtout que ça se fait de manière cool. En fait, quand des milliers de citoyens commencent à faire ça, qu'on fait émerger les premières innovations, qu'elles commencent à décarboner des dizaines de millions de kilos de CO2, comme c'est le cas aujourd'hui pour les premières boîtes de Time for the Planet, le monde économique se dit, en fait, il y a peut-être d'autres façons de penser l'imaginaire autour de l'entreprise, il y a peut-être d'autres trucs sur lesquels nous, on pourrait réfléchir un peu plus loin. C'est fondamentalement utile ce genre de projet, et heureusement que c'est là, c'est génial. Il y a plein de gens qui ne se seraient jamais engagés personnellement s'il n'y avait pas Time for the Planet. Par contre, moi, ce qui compte à la fin de la journée, c'est pas tant d'avoir sensibilisé 100 000, 200 000 personnes, c'est pas tant d'avoir agi à 1, 2, 3% de part de marché sur un secteur. Moi, c'est vraiment le sujet number one dans ma vie. C'est est-ce que je vais être capable d'assurer la sécurité de mes proches dans 10 à 20 ans? Est-ce que ma maman, qui vit dans le sud, qui a 66, 67 ans, qui s'est tapé des canicules là cet été, il y a eu plus de 11 000 morts, 11 000 morts cet été. J'ai ma petite sœur qui est en situation de handicap. Je sais que c'est le type de personnes qui vont être directement touchées et les premiers à prendre cher quand ça va partir en cacahuète, et dont on parlait de cet effet de domino. Modestement, il faut toujours qu'on se remette dans un contexte et dans des échelles. Même si Time for the Planet est très fort et très grand, ça reste un tout petit goût d'eau, tu vois. Jamais on aura l'ambition de dire qu'on va changer le monde et sauver le monde. Et ça n'invalide pas pour autant l'effort. Il est nécessaire, il est formidable. Je vous encourage non pas à choisir l'un versus l'autre, je vous encourage à tous les faire en fait, dans la mesure de ce qui vous est possible, non seulement d'après vos moyens, mais aussi d'après votre santé mentale et autres. Il faut agir sur tous les plans, et on peut même plus se permettre aujourd'hui en fait de choisir. Personne en fait n'a envie de voir ses proches galérer. Personne n'a envie de vivre sur une planète à moitié habitable. Personne. Le sujet, c'est on ne peut pas se dire, et c'est très dangereux, et c'est pour ça qu'il faut qu'on y fasse gaffe tous dans l'écologie, on va sauver le monde avec cette solution. Je crois qu'il faut sortir de ça. Cette charge-là, on doit la partager tous ensemble, et avec un ensemble de solutions, on va faire avancer les choses. Mais il faut aussi qu'on cultive l'espoir, parce que si on ne se projette pas justement dans quelque chose qui fait envie, moi j'ai peur qu'on se confronte à ce que j'appelle l'entropie humaine, c'est que les humains vont vers ce qui leur fait envie de manière générale. Et donc si on veut vraiment que ça change très très vite, je pense qu'il faut des actions très concrètes, il faut aller pousser pour que ça change en politique, pour que ça change dans le monde économique, et il faut en plus enthousiasmer massivement les gens pour qu'ils se disent en fait on veut ce monde-là, on le veut, c'est important pour nous que ce monde advienne. On sait qu'on est des briques qui nous imbriqueront ensemble pour arriver à mener cette bataille face aux gens qui ne veulent pas qu'elle avance. On a l'air déjà d'aller loin, mais c'est vrai qu'on se pose tout le temps la question de la définition de la violence et de la non-violence. Parce que c'est ça au final, on est un mouvement non-violent, on est convaincu que la non-violence, c'est ça qui a une force de frappe colossale. Face à nous, il y a une violence démesurée, il y a une violence étatique aujourd'hui qui en fait est une bombe à retardement. Je pense à mes proches et je sais que le fait qu'on ait de l'exécutif qui dénigre ces sujets à répétition, mes proches vont souffrir, mes proches vont peut-être mourir. Donc ça c'est révoltant, et effectivement là je me pose la question de jusqu'où est-ce qu'on va aller. Mais je pense, pour conclure, que la non-violence n'a pas dit son dernier mot, que la non-violence, elle est encore puissante, et les dernières innovations est en train de montrer qu'on est en train de prendre de la place dans le débat public. Moi, je ne tolérerai jamais la violence, parce que je pense que ça polarise la société, ça la met en danger, ça crée des camps, ça diffuse le message qui est récupéré, qui est perturbé, qui est du coup qui peut se transformer, et du coup on peut se retrouver dans des situations très très compliquées. Et je n'appellerai jamais la violence de mes vœux, jamais pour la transition. Je prie pour qu'il n'y ait jamais de violence, et qu'on ait l'intelligence collective de se dire il faut qu'on le fasse ensemble. Vous, c'est votre vie entière qui allait retourner sur ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est vraiment utile quand on sait que vous agissez en France? La France, c'est entre 1 et 2% des émissions de gaz à effet de serre. Moi, j'aime bien parler du triangle de l'inaction, le fameux.
qui dit les citoyens disent non mais attendez, les politiques ne font rien, c'est à eux de bouger. Les politiques disent non mais attendez, vous plaisantez, c'est les entreprises qui créent la pollution, c'est pas à nous de gérer le problème. Et les entreprises disent mais nous on fait juste les produits que les citoyens nous demandent. Et ce triangle, bon, il ressemble un peu à une roue parce qu'il fait que de rouler depuis 50 piges. On pourrait l'extrapoler aux autres pays, c'est ça que tu veux dire? En fait, moi ce que je veux dire, c'est qu'il y a un truc qui a été démontré. Alors déjà, l'argument du 1%, c'est le cas pour 200 pays d'être moins de 1% des émissions. Donc déjà de base, il n'existe pas cet argument. Et après, ce que je voulais juste te dire, c'est que la roue de l'inaction, qui est en réalité un triangle, mais on s'en fout, peut devenir une roue de l'action d'une manière très simple. C'est quand un des acteurs décide tout seul de dire moi, indépendamment de ce que font ou ne font pas les autres, les entreprises, voilà, je décide de m'aligner avec ce que je crois et le niveau d'information que j'ai pour être la version de moi-même qui me semble la plus cohérente par rapport à mon niveau d'information. Et quand les gens se mettent à faire ça et à agir de manière totalement désintéressée par rapport à ce qui se passe autour et même par rapport à leurs chances de succès, parce qu'ils se battent, parce qu'ils pensent que la cause est juste et pas parce qu'ils ont une chance d'être dans le camp des gagnants, eh ben la roue de l'inaction se débloque et ça fait avancer les choses. Donc moi, je mise aussi beaucoup sur cette logique-là en me disant mais je me fous en fait qu'on ait des chances ou pas. Je ne le fais pas parce que je pense qu'on a des chances de gagner. Je le fais parce que, à l'heure actuelle, c'est ce qui me permet d'être Arthur dans ma version la plus heureuse, la plus épanouie et surtout la plus cohérente. Et c'est ça qui me permet de me sentir bien. Et ensuite, si démocratiquement, on ne fait pas le choix de dire bon bah il faudrait qu'on aille vers ça et qu'on va vers ailleurs, eh ben j'aurais fait ma part du vote, on va dire, pour essayer d'emmener la chose là où ça me semblait cohérent. Même si on n'est que 1% de 1% en France aussi à s'engager, ça libère. Moi, je me suis jamais senti aussi bien que depuis que je suis rentré en action. Et je pense que même sans aller jusqu'au blocage ou autre, on peut se sentir déjà très bien simplement en se mettant en mouvement, en faisant le premier petit pas. L'autre sujet, c'est plus concret pour répondre à la question sur ces notions d'échelle. Moi, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact de la France à l'international et l'impact des pays développés qui sont cette minorité aujourd'hui en termes d'émissions. Il y a aussi des choses très sombres dans l'histoire française qui ne sont pas des exemples, mais beaucoup de choses qui inspirent les étrangers. Moi, j'ai vécu en Chine et en Chine, autant vous dire, dès qu'on dit le mot France, voilà, il y a des lumières qui s'allument dans les yeux des gens. Est-ce qu'on ne devrait pas utiliser ça, bien sûr, ce rayonnement international pour au contraire leur montrer que nous, on est capable de renoncer à une partie de ces choses-là. Je sais que les gens n'aiment pas le mot renoncer, mais c'est un peu ça, de faire ce pas en avant, d'avoir cette maturité pour être pionnier justement dans la transition écologique et sociale en se mettant en action tous individuellement dans tous les éléments de ce triangle que tu as cité. Et je pense que ça peut être extrêmement inspirant pour les autres pays. Et non, je pense pas qu'on représente qu'1%, je pense que potentiellement on représente beaucoup plus que ça.